7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors qu'est débattu à l'Assemblée le projet de loi bioéthique, nous nous interrogeons ce matin sur ce qu'il reste de notre humanisme face aux crises politiques, sociales et environnementales actuelles, mais aussi aux nouvelles questions posées par la bioéthique. Comment rester humaniste aujourd'hui ? Alors pour répondre à une question d'ampleur, de cette ampleur-là, Frédéric Worms, je vous ai invité, vous enseignez à l'École normale supérieure de la philosophie, vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique, producteur également de l'émission Matière à penser, sur France Culture du lundi au vendredi de 22h15 à 23h. Vous publiez aux éditions Odile Jacob Pour un humanisme vital, lettres sur la vie, la mort et le moment présent. Et je voulais débuter par les propos de l'un de vos collègues, puisque François-Xavier Bellamy est un homme politique, mais c'est aussi un professeur de philosophie. Et alors celui-ci a évoqué l'ouverture à toutes les femmes de la PMA, de la procréation médicale assistée, et il dit que celle-ci, je le cite, sera notre malédiction, ce qui est un terme incroyablement fort, et qu'il ira manifester le 6 octobre contre cette PMA, car celle-ci est, toujours selon lui, une fuite en avant perpétuelle dans l'insatisfaction et la frustration. Vos commentaires au sujet de ce propos ? D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux de parler de ces sujets et d'examiner ces questions avec ce prisme, disons, de la question de l'humanisme que moi j'appelle vital, qui traite des questions de vie et de mort entre les humains. Ce qui me frappe beaucoup dans la déclaration de François-Xavier Bellamy, comme vous venez de le souligner d'ailleurs, avant même de parler de son objet, dont il faudra parler aussi, il y a un vrai sujet. Personne ne nie qu'il y a des questions qui se jouent autour de la procréation, justement, entre les vivants humains. C'est, je dirais, avec le terme de malédiction, la diabolisation de l'adversaire, on peut quand même le dire. Et donc, d'une certaine façon, au fond, moi, mon approche sur les questions humaines, c'est toujours à deux niveaux. Il y a les questions vitales sur les faits, les actes, par exemple, sur les vivants humains. Et puis, il y a les violences entre les humains, au niveau du discours, dans une société démocratique. Pour moi, parmi les violences vitales, il y a les conflits, les désaccords entre les humains qui occasionnent des guerres civiles, et puis une guerre civile mondiale aujourd'hui autour du climat, par exemple. Et donc je pense qu'il faut envisager tous les dangers humains, à la fois les limites aux actes concrets et à la science elle-même, dans certaines de ses applications. Personne ne veut tout autoriser, mais d'un autre côté aussi, limiter les désaccords pour qu'ils ne deviennent pas une guerre. Et quand on diabolise l'adversaire, parce qu'au fond, on peut dire c'est une malédiction. En fait, ça veut dire que l'autre est diabolique, puisqu'il y a des gens qui la soutiennent sans tout vouloir autoriser. Il y a des positions modérées des deux côtés. Je crois que diaboliser l'adversaire n'est jamais bon et nous amène effectivement à un danger qui, au-delà même des limites concrètes aux actes des médecins et aux revendications sociales et éthiques, porte un danger encore plus grave, peut-être, qui est celui du conflit. J'espère qu'il va rester modéré. Les manifestations sont possibles, mais il ne faut surtout pas diaboliser, parce que le spectre qui hante justement tous les pays aujourd'hui, c'est la guerre civile. Oui, mais alors là, justement, on est dans la parole politique. La parole politique, elle s'oppose à la guerre civile. Tant qu'il y a du dialogue politique, il peut y avoir effectivement une suite de la politique à la guerre civile, mais là on n'en est pas du tout là, Frédéric Worms, sauf si vous êtes en désaccord avec cela. Et ce que dit François-Xavier Bellamy, pour citer ses propos, c'est qu'à partir du moment où il y aura une PMA pour toutes les femmes acceptées, rien, dit-il, ne nous arrêtera vis-à-vis de cette route qui va nous conduire directement au transhumanisme. Alors pour lui, la malédiction, elle n'est pas diabolique au sens où on pouvait croire au diable traditionnellement. Elle est en quelque sorte diabolo-technologique. Non, je pense qu'il n'a évidemment pas tort de critiquer ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est-à-dire l'idée que, grâce à la technique, on pourrait se dépasser les limites de l'humain. Certains pensent à viser l'immortalité, et à cela, d'ailleurs, pour certains privilégiés, à des prix exorbitants. D'autres à nier, en effet, qu'il y a des limites aux actes entre les humains, par exemple sur la procréation. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la gestation pour autrui, la GPA, transgresse une limite fondamentale qui est de nier l'importance d'une relation pendant la grossesse entre une femme et le bébé qu'elle porte. Donc il y a des limites dans les relations humaines, et le transhumanisme fait partie des doctrines exorbitantes, au fond, qui elles aussi commencent par nier la possibilité d'avoir des limites inter- et intra-humaines.
Et donc, je pense qu'il n'a pas tort sur ce point. Maintenant, quand lui-même dit que tous ceux qui soutiennent telle ou telle chose précise avec telle ou telle limite sont déjà des transhumanistes, que rien ne nous arrêtera, qu'on est sur la pente fatale, En fait, c'est là que je suis en désaccord. Il parle d'une pente fatale. Voilà, c'est l'argument de la pente glissante, comme on dit. Et moi, il m'arrive aussi... Qu'est-ce qu'il veut dire ça veut dire qu'on n'est pas capable de fixer des seuils. Et que dès qu'on autoriserait une chose, par exemple, on autoriserait... c'était déjà l'argument pour l'avortement. On disait, voilà, vous voulez légaliser l'interruption volontaire de grossesse, vous allez mettre des limites de temps, mais ça ne sera jamais respecté. Toutes les femmes vont maintenant vouloir avorter, ça va être la grossesse à la carte, ça ne s'est pas produit. Donc on a toujours l'impression que quand on autorise quelque chose de délicat, qu'on place une limite, ça va être transgressé. Pour la procréation assistée, c'est l'idée que, effectivement, si on ne respecte pas une nature supposé immuable, ça va être absolument et automatiquement n'importe quoi et sans limite. Or, là, il ne s'agit pas d'abolir les limites. Il s'agit de les déplacer d'un cran d'après la loi qui est discutée. C'est le législateur, c'est la société qui décidera. Il y avait déjà des limites même pour les couples hétérosexuels. Maintenant, il y a la proposition d'élargir avec des cadres précis pour les couples de femmes et les femmes seules. Ça ne veut absolument pas dire que tout va être possible. Il y a des interdictions universelles, le clonage. Il se peut qu'il y ait des techniques en effet très choquantes qui viennent. Il se peut qu'on puisse vous prélever, Guillaume Erner, une de vos cellules, en faire une cellule souche féminine et qu'on puisse procréer avec une de vos cellules masculines et une autre devenue féminine un jour. Bon, vous avez l'air de trouver ça terrible. Je trouverais ça terrible. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement dans l'humain des contraintes. Et effectivement, je pense qu'on a plutôt envie d'avoir des enfants qui résultent d'une rencontre et d'une diversité humaine. Mais donc, il faut absolument, là où il a absolument raison, c'est qu'il faut des limites. Maintenant, ces limites, c'est aux humains de les décider. Justement, parce que François-Xavier Bellamy dit que finalement, si l'on laisse aujourd'hui la PMA pour toutes les femmes, eh bien c'est tout simplement parce qu'on est intimidé par, je le cite toujours, le sens du vent, par la peur de paraître ringard. Et ça, c'est assez intéressant parce que ce qu'il suggère, c'est que finalement, il ne faut pas fataliser la demande sociale, si tant est qu'on soit capable, sur ces sujets, de la définir avec précision et que certaines valeurs méritent d'être défendues. Vous avez la même profession que lui, vous êtes philosophe, oui, Frédéric Worms. Et je me souviens même d'un certain cours d'agrégation où on a été en contact assez directement. Et alors, donc voilà, un philosophe, c'est quelqu'un qui considère qu'il y a des valeurs au-dessus de la demande sociale quand même. Bien sûr, mais parmi ces valeurs, il y a aussi, et c'est au cœur du débat de l'humanisme transnational, mondial aujourd'hui, il y a évidemment la question des droits entre les humains. Je pense qu'une revendication ne doit jamais être acceptée au nom d'un principe abstrait. Par exemple, l'égalité en général. Tout n'est pas possible au nom de l'égalité. Par exemple, les enfants sont des citoyens, mais ne le seront pleinement qu'à 18 ans. Et pendant leur enfance, ils sont effectivement soumis, ça n'est pas un scandale, à l'autorité des parents. Ils doivent apprendre des choses avec des professeurs, etc. Eh bien, de même, malgré tout, l'idée que... les revendications féminines doivent être entendues. La revendication pour une femme qui portera l'enfant de pouvoir accéder à une technique si elle ne porte pas atteinte à d'autres humains, et notamment à l'enfant lui-même, bien entendu. C'est l'argument de prendre en compte toutes les violences entre tous les humains. C'est ça que l'humanisme complet d'aujourd'hui doit envisager. Il n'est pas naïf, cet humanisme. Il considère qu'il y a des violences entre les humains. Et on peut faire violence à des enfants par certains modes de conception. Je prends par exemple toujours l'exemple de la GPA. Mais inversement, on peut faire violence à des femmes en disant « vous n'êtes pas assez mûres, vous ne saurez pas vous servir de ces techniques ». Donc, considérons tous les droits fondamentaux, tous les grands principes. Il y a ceux qui touchent à la vie et à la mort, à la conception, et directement à travers les techniques médicales, mais aussi, il y a les relations entre les humains, dont les humains féminins. Alors, j'écarte les deux premiers arguments de François-Xavier Bellamy. D'une part, la malédiction. Vous jugez qu'il y a une dimension religieuse. Évitons cette rhétorique, malgré tout. On va mettre de côté également la rhétorique de la pente glissante. On va retenir en revanche un troisième argument qui est celui qui consiste à dire que si l'on autorise la PMA pour toutes les femmes, on va rompre, dit-il, avec la condition humaine. Et là, donc, on a l'idée d'une révolution anthropologique avec un certain nombre de conséquences. Et là, que peut dire le philosophe que vous êtes, Frédéric Worms ? Je pense que la condition humaine...
Ça existe, mais c'est d'abord une condition vitale. Effectivement, nous sommes des vivants. Nous sommes des vivants avec un certain nombre de dangers mortels particuliers. Et il faut en effet les empêcher. Et parmi ceux-là, il y a en effet une enquête à mener sur ce qui fait de nous des humains, sur le moment où commence l'inhumain. Moi, ce que je soutiens, c'est que nous n'avons pas forcément une norme a priori de l'humanité parfaite. Et il y a un risque, d'ailleurs, à dire, moi, je sais ce qu'est la condition humaine, et je vais vous dire ce qu'il faut faire en fonction d'une idée du bien. Moi, je considère plutôt que la condition humaine consiste à définir les moments où commence l'inhumain. Et là, je pense que je partagerais d'ailleurs beaucoup de choses, en fait. Avec alors, c'est quoi l'inhumain dans le domaine de la procréation? L'inhumain dans le domaine de la procréation, ce serait effectivement de considérer qu'une seule personne doit être prise en compte. Qu'il s'agisse par exemple de la femme ou de l'homme qui souhaite un enfant. Je ne pense pas du tout, effectivement, qu'une seule personne doit être prise en compte. Les limites de l'humain, c'est les limites, pour moi, c'est mon dada, on pourrait dire, c'est mon thème, c'est mon noyau dur. C'est les limites des relations entre les humains. C'est ce qui fait que là, nous sommes en train de parler et qu'à un moment, on peut passer à la guerre. Alors très bien, Frédéric Worms. Justement, mercredi 11 septembre, il y a eu un vote très serré à la commission de bioéthique de l'Assemblée nationale. Et cette commission, elle s'est finalement prononcée contre l'ouverture du droit pour les femmes veuves à disposer des gamètes de leur mari défunt. Or là, on peut considérer qu'il y a une seule personne qui décide, puisque, hélas, le mari... Il s'agissait de cas où on aurait eu l'expression de la volonté par le futur défunt concernant ses propres gamètes. Y compris post-mortem ? C'est-à-dire qu'il s'agit évidemment de personnes qui, ayant conservé leurs gamètes, peut-être étaient, dans la plupart des cas, déjà atteints d'une maladie possiblement mortelle. Donc on a le plus souvent, en tout cas, des expressions de la volonté de la personne défunte. Mais si, au moment où cela se fait, il n'y a plus qu'un seul sujet, comment considérer qu'on a affaire à une opération qui est licite, ou en tout cas une opération qui doit être autorisée. Et là, on arrive à un paradoxe qui a été très largement souligné, puisque si on autorise ou si on interdit une femme à avoir donc un enfant avec les gamètes de son époux défunt, on peut se demander si ceci est préférable au fait de lui donner un donneur anonyme. Alors, vous voyez, Guillaume Erner, moi, il me semble que dans les questions de bioéthique, dans celle-ci en particulier, parfois, c'est des choix extrêmement simples. J'en ai cité, il y a le clonage, par exemple. Ça me paraît extrêmement simple et universel. D'ailleurs, même la Chine, qui fait des tas de choses, des tas d'expérimentations très violentes, y compris avec ses condamnés à mort et des trafics d'organes, est contre le clonage en principe et espérons-le pour longtemps. Mais il y a aussi des cas, c'est ce que j'explique aussi dans ce travail, il y a aussi des cas où, entre les humains, il peut y avoir des contradictions. Et la bioéthique nous amène parfois à des contradictions entre des éthiques. Pas entre le bien et le mal, mais entre des choses que nous voulons toutes respecter. Donc là, la contradiction, juste pour la résumer encore une fois, consiste à dire une femme n'a pas le droit d'avoir un enfant avec les gamètes de son mari défunt. En revanche, on peut lui trouver un donneur anonyme. C'est pas seulement ça, la contradiction. La contradiction, elle est dans l'idée même, effectivement, du donneur défunt, du père déjà décédé. C'est une contradiction puisqu'on respecte sa volonté, mais en effet, on risque de penser l'enfant d'imposer à l'enfant un rapport sans doute difficile avec la mort, tout simplement, et avec un père qui est en effet déjà décédé au moment même où l'enfant serait, au sens biologique, conçu, pas au sens psychologique, pas au sens de la représentation, puisqu'on pense que le père l'aurait conçu déjà dans son désir, disons. Donc je pense qu'il y a là une contradiction, effectivement. Je prends un autre exemple. Alors comment la résolvez-vous ? L'éthique est toujours très compliquée. Par exemple, comment respecter la volonté de soigner et la volonté de respecter la liberté. C'est les problèmes de fin de vie, c'est des contradictions entre des éthiques. Il y a d'autres exemples étranges. Il y a des donneurs d'organes. Évidemment, parfois, ces donneurs font leurs dons alors qu'ils sont déjà morts. Il y a un accident de voiture, on prélève un rein, on dit que c'est un don quand même. Donc il y a ce qu'on appelle des donneurs décédés. La bioéthique, les techniques qui nous permettent ces gestes, au fond, assez miraculeux malgré tout, prélever un organe pour sauver quelqu'un d'autre, sur un mort pour sauver un vivant, pose aussi des problèmes assez compliqués et il faut des règles. Pour ces
ce cas très précis, pardon des détours, mais je pense qu'il faut se donner un contexte. Pour ce cas très précis, je pense qu'on est... La PMA post-mortem, je pense qu'il y a évidemment une contradiction entre un désir de prolonger la vie par-delà la mort, de prolonger une relation par-delà la mort, une très grande noblesse du désir. Il y a aussi évidemment un très grand risque, y compris psychique. Pour moi, le risque est avant tout psychique. Donc, je n'ai pas regardé de près le débat, les positions, le projet de loi. Je pense qu'il faut évidemment un accompagnement psychique. En effet, vouloir dépasser la mort, pour moi, ça n'est pas forcément quelque chose de possible. Ce que je défends comme vitalisme critique, c'est justement que la vie doit admettre à la fois la mort et toujours s'y opposer, mais aussi en admettre la réalité et certaines limites. Maintenant, effectivement, ce serait ça pour moi le vrai débat, autrement dit. Il y a des mauvais arguments. Je crois que la capacité pour une femme d'élever son enfant sans un père, là aussi ce thème un peu général qui revient, est une minorisation des femmes qui me pose un gros problème. Qu'on fasse comme si la question de la mort ne se posait pas dans ce sujet me pose un problème aussi. Vous voyez ? Mais on pourrait vous rétorquer... Déplaçons le débat de la question de l'éducation par une femme sans père vers la question, qu'en est-il de notre rapport à la mort aujourd'hui ? Mais on pourrait rétorquer, par exemple, qu'il y a des familles monoparentales en France, bref que... Justement, mais sans cette présence de la mort. Et toujours si l'on continue à essayer de penser cette question, est-ce qu'on n'a pas affaire finalement à des paniques morales ? Parce que en regardant ce fait, par exemple, on a effectivement un débat qui a été assez houleux, alors même que le nombre de cas est jugé extrêmement faible, c'est-à-dire que on aurait a priori, dit Lacroix, une dizaine de cas en 10 ans. Est-ce que ça mérite pour finalement 10 cas en 10 ans de déclencher tout ce débat comme si finalement, là je parle de la PMA post-mortem, pour 10 cas en 10 ans, est-ce que finalement ça mérite de déclencher tant de débats ? Oui, je crois que oui. Je pense que autant la panique morale existe et doit être limitée, c'est-à-dire ne pas croire qu'il y a une dérive sans contrôle. Il y a des contrôles, il y a des institutions qui imposent des limites. Autant dans les cas les plus délicats, qui impose en effet une réflexion sur les limites, qui passe par des institutions de décision comme le Parlement, de consultation comme le comité d'éthique et d'autres. Autant oui, sur des cas difficiles, il faut réfléchir, même s'ils sont rares. L'exemple que je prends toujours, c'est celui de la peine de mort. Une société n'est pas la même si elle autorise ou pas la peine de mort, même si, une fois autorisée, elle ne l'applique jamais. C'est des représentations, c'est des enjeux critiques qui ne dépendent pas du nombre de cas, mais de la question de principe. Et les humains, en particulier ici les citoyens français, savent très bien qu'on touche à des principes fondamentaux et que le nombre de cas ne fait rien à l'affaire. On va tenter d'évoquer d'autres cas de dilemme éthique avec vous, Frédéric Worms, et puis aussi parler de la manière dont la morale et la loi est appliquée en France. Je songe par exemple au procès Balkany. On en reparlera dans quelques instants. Frédéric Worms, votre livre « Pour un humanisme vital, l'être sur la vie, la mort et le moment présent » est publié aux éditions Odile Jacob. On vous retrouve dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture. Le billet politique, Frédéric Seyss, le sondage éternel souffre-douleur des campagnes électorales. Oui, si les sondages pouvaient parler, ils nous confieraient sans doute un certain mal-être, une petite déprime saisonnière au moment des campagnes. Car à chaque fois qu'ils pointent le bout de leur courbe, les voici raillés, méprisés, dénigrés, en particulier bien sûr par les candidats en queue de peloton. Dernier exemple ce week-end avec Gaspard Ganzer, l'ex-conseiller en communication de François Hollande et candidat aux élections municipales à Paris. Dans un sondage IFOP fiducial pour le JDD, il est crédité de 1% des voix. Riposte immédiate sur Twitter, Ganzer se montre en train d'éclater de rire. Les sondages, je m'en tamponne, écrit-il, avant de promettre de déjouer les pronostics. Grand classique évidemment de contester le thermomètre quand la température vous déplaît. Jean-Luc Mélenchon ne fait pas autre chose. Prompt à diffuser les études qui lui sont favorables, il fulmine bien vite contre les sondages qui le donnent en baisse. Pendant les européennes, agacé par les 8% dont le crédité IFOP, Ipsos, BVA et consorts, il avait même annoncé la création d'un institut de sondage maison interne à la France insoumise. Épilogue, le parti a péniblement atteint 6% dans les urnes et l'on n'a plus jamais entendu parler de ce mystérieux institut maison. Interrogé sur cette ambivalence, sur cette contradiction, Jean-Luc Mélenchon avait répondu ceci sur le plateau de Laurent Ruquier. Je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que quand j'ouvre le journal, il m'arrive
par distraction sans doute, mais allez savoir pourquoi, je vais voir l'horoscope. Alors s'il est bon, j'y crois. Ouais. S'il n'est pas bon, je me dis, mais c'est des bêtises, allons, ça va m'influencer. Bon. Amour, haine des cotes de popularité, rapport passionnel à ces chiffres quotidiennement égrenés. Cette contradiction n'est pas neuve, mais elle a pris un tour nouveau ces dernières années, à mesure qu'il est devenu de bon ton de dénoncer l'élite, la caste, le système et donc les sondeurs. L'exemple le plus frappant fut sans doute celui de Nicolas Sarkozy en 2012. Dans chaque meeting, des pics envoyés aux instituts de sondage qui voudraient faire l'élection à la place du peuple, dénoncer le candidat. Cela c'était côté jardin, côté cour. Le même Nicolas Sarkozy venait de passer un quinquennat entier à consommer frénétiquement les sondages. L'enquête pour favoritisme déclenchée ensuite a permis d'en saisir l'ampleur et avec elle le double discours. Brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé, en quelque sorte. Alors cela dit, est-ce que les responsables politiques ont toujours tort dans leur dénonciation de l'emprise des enquêtes d'opinion? Évidemment non. Un sondage à l'instant T n'est jamais prédictif du résultat final, surtout à 6 mois des élections municipales. D'ailleurs, à cette période de 2016, en septembre, un certain Emmanuel Macron était donné éliminé dès le premier tour. Par ailleurs, il ne faut sans doute pas surinterpréter leur signification. Combien de citoyens, en ce moment, ont déjà la tête au municipal, ont déjà examiné les propositions et observé les candidatures? En dehors du monde journalistico-politique, pas grand monde. Le paradoxe, c'est que ces études d'opinion du mois de septembre, aux résultats encore fragiles, sont déterminantes car elles vont conditionner dans les semaines à venir les ralliements, sur quel cheval miser, et surtout les financements car l'État ne rembourse les frais de campagne qu'aux candidats qui atteignent 5% des voix au premier tour. Difficile donc d'obtenir un prêt bancaire pour vos affiches et pour vos tracts si les sondages vous cantonnent à un rôle de figurant. Merci Frédéric Seyss. On retrouve votre billet politique sur le site de France Culture, franceculture.fr. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Et l'on retrouve notre invité, le philosophe Frédéric Worms. Il publie pour un humanisme vital Lettres sur la vie, la mort et le moment présent aux éditions Odile Jacob. Suite à ce billet politique, justement, l'éthique et la démocratie, Frédéric Worms, est-ce si facile à conjuguer ? Si on prend les sondages, pour moi, l'important, c'est pas le sondage en lui-même, c'est l'ensemble des institutions dans lesquelles il s'inscrit. Dans une démocratie, on a besoin de sondages, c'est-à-dire d'outils qui sont pas l'horoscope d'une cartomancienne, mais qui ont quand même des méthodes, sans les confondre avec les institutions démocratiques elles-mêmes, qui sont là pour éviter les conflits justement entre les humains et qui ont un rôle vital. Moi, j'enracine la démocratie vraiment dans un besoin vital des humains. C'est quelque chose sans lequel on risque des dangers de mort bien précis, du climat d'ailleurs jusqu'à la guerre civile. Mais là, par exemple, moi, le cas récent qui m'avait le plus frappé sur le respect des institutions démocratiques et la non-confusion avec les sondages, c'était en Italie. Matteo Salvini qui montait dans les sondages et qui a cru que ça valait déjà victoire dans les urnes. Le professeur de droit constitutionnel qui était Premier ministre et qui l'est redevenu, lui a rappelé qu'il y a des institutions, il y a un parlement. Et donc pour moi, les sondages sont un signe de démocratie, malgré tout, quand ils sont diffusés, discutés, mais ils ne suffisent pas à faire la démocratie. Quand on entendait parler dans le journal de Hong Kong, par exemple, ou de certaines élections en Algérie ou en Tunisie, je pense qu'on ne doit pas se plaindre du débat sur les sondages, mais on doit regarder aussi les mécanismes institutionnels, les contre-pouvoirs, la démocratie dans son ensemble. Autre débat au sujet de la condamnation de Patrick Balkany. L'ancien maire de Levallois a été condamné pour fraude fiscale et Nicole Belloubet, garde des Sceaux, s'est exprimée hier dans le grand jury sur RTL au sujet de cette condamnation. Écoutez-la. Pour nous, la lutte contre la corruption et contre la fraude, c'est une priorité. À tel point que le législateur a, lorsque des affaires de corruption ont lieu, il a mis des circonstances aggravantes sur les peines. C'est-à-dire qu'on considère que pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, que pour les élus, que pour les personnes qui sont chargées d'une mission de service public, il peut y avoir une circonstance aggravante qui vient accroître la peine qui est octroyée. Mais pour autant, je ne juge pas en termes de morale, je juge en termes de droit. Et il me semble qu'ayant fait l'objet d'une telle condamnation, ce serait curieux, mais nous avons vu que Mme Balkany elle-même a fait... Aujourd'hui, c'est son ce qui lui succède par un jeu normal à la règle de droit s'applique ainsi. Donc ça vous choque? On peut trouver que c'est choquant du point de vue politique, mais la règle de droit est celle-là. Est-ce que vous, du point de vue politique, vous trouvez que c'est choquant? Je trouve que c'est choquant. La voix de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Votre point de vue à ce sujet, Frédéric Worms? Alors,
Moi, j'ai pas de point de vue sur tout. La philosophie ici n'est pas forcément la bonne discipline pour entrer dans le détail d'une affaire. Elle a raison, ça relève du droit et pas de la philosophie en général. Par contre, ce que je pense vraiment, c'est qu'en effet, il y a des institutions qui sont vitales et qu'il faut mettre en place au moment de crise que je dirais mortelle. Et heureusement, elles fonctionnent. Il ne faut pas mettre en place une nouvelle institution à chaque fois. Je ne pense pas que le cas de Patrick Balkany mérite une nouvelle institution dans son ensemble. On a les cadres. Par contre, il y en a eu qui ont quand même sauvé la démocratie. Pour moi, l'affaire la plus grave, c'était sous le quinquennat de François Hollande, un ministre du budget, malgré tout, qui avait quand même lui-même transgressé les lois qu'il s'appliquait à faire voter. Ça a amené à la création de la haute autorité sur la transparence et la vie publique. Donc moi, je pense que quand on a des institutions, ça évite justement la dérive dont on parlait sur la bioéthique. Vous avez certains démagogues qui vont dire « procréation médicalement assistée, tout va être permis ». Vous avez certains démagogues qui vont dire « un élu corrompu, tous pourris ». Moi, je pense que le rôle des institutions, c'est justement de circonscrire une négativité qui fait partie, je ne vais pas dire de la condition humaine, mais quand même, en effet, il y a toujours des conflits, du négatif, y compris de la transgression et de l'égoïsme et de la lutte, et il faut les limiter. Donc, il faut admettre une part de négativité. La démocratie n'est pas un régime de bisounours. L'humanisme, c'est pas un humanisme naïf qui dit tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Au contraire, l'humanisme et la démocratie qu'il nous faut, ce sont ceux qui admettent et qui résistent au négatif. Alors, justement, je sais bien que vous êtes philosophe et qu'un Excusez, philosophe... J'essaye de l'être comme vous, d'ailleurs, je pense. Non, comme tout le monde. Je suis journaliste et justement, j'aimerais embêter le philosophe que vous êtes au sujet de cette affaire juridique. Bon. Vous avez cité Jérôme Cahuzac sans le nommer. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont dit, voilà, Jérôme Cahuzac, il a été condamné, il n'a pas fait de prison, Patrick Balkany est envoyé en prison. Qu'est-ce qu'un philosophe fait de ce type de commentaires, du quantum de la peine, de la manière dont on peut envisager une situation avec un homme qui était ministre au moment des faits, l'autre qui était maire, bref. Comment pensez-vous ces deux poids, deux mesures, ou alors c'est de justice, puisque... Je vais vous décevoir. Je pense qu'il y a en France, heureusement, un système de pouvoir et de contre-pouvoir. Il doit y avoir des recours et il faut passer par des procédures. Je pense, ceci dit, qu'il faut parfois changer les procédures. Justement, les gens s'étonnent qu'il y ait par exemple une loi de bioéthique qui est révisable tous les 7 ans. Au fond, c'est pour tenir compte des problèmes nouveaux posés par des techniques et aussi de l'évolution de la société. Dans les cas dont vous parlez, c'est la même chose. Encore une fois, peut-être que le cas de la peine de l'individu Cahuzac, c'est une chose. Le dispositif général qui a été mis en place, et au fond, certains hommes politiques sont peut-être gênés, disent on punit toute la classe. Il y en a un élève qui a fait une bêtise, on punit toute la classe. On punit pas toute la classe. On fait au contraire, on rappelle et on renforce certaines règles. Ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense, c'est le retour de la justice dans le champ des institutions politiques comme un contre-pouvoir effectif. Et ça, par contre, je pense que c'est très important. Je pense que le pouvoir actuel doit l'entendre. Les députés, tous les hommes politiques aussi, tous ceux qui ont des responsabilités. Le fait qu'effectivement, on a une responsabilité politique, parfois pénale. Le mot de responsabilité, c'est pas juste un terme moral, c'est vrai. Ça a des conséquences, parfois pénales. Alors, il y a la justice et puis il y a des questions d'éthique qui, là, touchent à d'autres conditions humaines ou à d'autres moments de la vie humaine. On a parlé de la naissance tout à l'heure. J'aimerais maintenant que nous parlions de la mort, puisque votre livre, Pour un humanisme vital, Lettres sur la vie, la mort et le moment présent, publié aux éditions Odile Jacob, évoque ces questions-là. Comment le philosophe que vous êtes, Frédéric Worms, envisage ces questions qui, là aussi, ont été très largement débattues et le seront encore. On se souvient de l'affaire Vincent Lambert. Comment réussit-on à avoir, sinon une vision claire, du moins à problématiser ces questions-là, Frédéric Worms? Justement, vous dites la mort et aussitôt on pense à la fin de vie dans des situations très, très particulières, très douloureuses, très tragiques, qui est celle de Vincent Lambert récemment en France. L'effort de ce livre, c'est de resituer cette situation, de repenser cette situation dans un cadre général d'une philosophie de la vie. Je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui, et en ne définissant la vie que dans son opposition à la mort. Le vivant, c'est celui qui résiste à la mort. Mais il y a des degrés, évidemment, parmi les vivants. Nous sommes des vivants,
intégralement, mais nous avons certains dangers de mort que n'ont pas d'autres vivants. Par exemple, les humains peuvent mourir de chagrin, peuvent mourir aussi d'injustice, peuvent mourir condamnés à mort par des institutions qui admettent la peine de mort, par exemple, etc., ce que ne peuvent pas d'autres animaux. Et donc notre condition humaine, vous en parliez tout à l'heure, c'est d'arriver à concilier la lutte contre tous les dangers de mort. Il y a le danger organique. Les médecins luttent contre la mort. Il était scandaleux de dire que les médecins ont causé la mort de Vincent Lambert. En réalité, ils étaient évidemment dans la lutte contre la maladie mortelle jusqu'au bout. Si, au-delà, on parle d'obstination déraisonnable, c'est parce qu'on veut respecter aussi ce que certains appellent la dignité, en tout cas un autre danger de mort, qui est la violence exercée sur un humain par un autre humain. Comment concilier les deux ? C'est un problème très délicat que certaines procédures doivent décider. Il est évident que ça n'a contredit en rien le rôle de la médecine, qui est d'éviter la mort. Face à l'incurable, il faut éviter la souffrance extrême. Face à la souffrance extrême, il faut définir des seuils. Et là, il y a des procédures. Et en plus, il faut le consentement des uns et des autres. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, parmi les dangers mortels interhumains, il y a le désaccord, la guerre civile, ici la guerre intrafamiliale. Et donc, au fond, comment est-ce qu'on fait ? On a une maladie, mais on a aussi un conflit familial, tout aussi mortel. Vous pouvez, au fond, mourir du désaccord entre les êtres que vous aimez. Et il faut des institutions pour le régler. Ça ne peut être que du seuil critique, sans éliminer le tragique. Et je pense qu'ici, tous ceux qui ont une position simpliste se trompent. Les parents de Vincent Lambert disaient qu'il ne s'agissait pas de soins qui seraient excessifs qui lui étaient administrés, qu'il était juste alimenté et que cette alimentation ne pouvait pas être assimilée à des soins. Frédéric Worms. Alors, le soin, il faut distinguer le soin et le traitement. On appelle traitement une technique qui vise à éviter un mal bien précis. En l'occurrence, tout le monde a continué le soin jusqu'au bout. La question, c'est qu'en effet, dans la loi française, parmi les traitements, c'est-à-dire des artifices, à un moment visant à permettre d'éviter un mal bien précis, l'alimentation et l'hydratation sont considérés en France comme des traitements, pas comme des soins, c'est-à-dire des choses qui peuvent entraîner aussi une souffrance, le soin consistant à éliminer la souffrance. Et donc, au fond, dans ces cas-là, avec des procédures bien précises sur qui décide et pourquoi, on considère que la loi Leonetti-Claes, considère qu'on peut interrompre certains traitements pour des raisons de soins. Et avec évidemment la garantie absolue par la sédation et la sensibilisation du patient qu'il n'en souffre absolument pas. C'est évidemment humainement tragique. C'est-à-dire que on comprend très bien que des parents considèrent qu'interrompre l'alimentation et l'hydratation de son enfant soit tragique. Inversement, des enfants aujourd'hui, si nos parents très âgés en étaient là, pour eux, on a tous des amis pour lesquels ça a été le cas, cesser de nourrir ou d'hydrater quelqu'un est évidemment humainement terrible, mais ça ne peut faire face qu'à quelque chose de pire encore. Et dans le livre, j'évoque aussi des expressions très célèbres du XXe siècle, à savoir qu'il y a pire encore que la mort. C'est seulement sous le signe du pire qu'on peut se permettre ce tragique. Qu'est-ce que ça veut dire pire encore que la mort, Frédéric Worms ? Cela veut dire que malheureusement, dans le cas des humains, nous ne sommes pas seulement des êtres vivants au sens organique du terme. Pour vivre humainement, on n'a pas seulement besoin que notre organisme fonctionne. Il y a des sources du bien qui sont complémentaires et qui sont tout aussi vitales. Les relations entre les vivants, même la beauté du monde, un certain nombre de choses. Eh bien, s'il y a mieux que la vie, il y a aussi pire que la mort. C'est-à-dire, nous pouvons avoir des souffrances, des tortures physiques ou morales qui sont mortelles, mais pas forcément au sens où elles interrompent immédiatement la vie de l'organisme, mais où elles détruisent quand même ce qui nous fait vivre. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des humiliations qui peuvent être pires que la mort, qui peuvent entraîner le signe en est, vous êtes sociologue aussi, Guillaume Erner, toujours dans une société, l'effet de suicide. Si des humains se suicident, c'est parce qu'ils considèrent que la mortalité ne se réduit pas à la destruction du corps organique. Il faut lutter contre ce pire que la mort, parfois l'admettre, et admettre par certaines institutions que, au fond, dans certains cas, tout en luttant contre la mort, et au nom de la lutte contre la mort, on peut délimiter ce pire que la mort. Bon, mais alors, le problème auquel vous êtes confronté, Frédéric Worms, c'est la définition du bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui souhaitent
qu'on mette un terme à leur souffrance dans certains cas, d'autres qui considèrent que rien n'est plus précieux que la vie et qui veulent donc la prolonger coûte que coûte. Comment choisir et surtout comment faire fi des désirs individuels? Alors le cas de Vincent Lambert était bien entendu un cas limite puisque cette personne ne pouvait pas s'exprimer sur ce qu'il souhaitait. Justement, comme vous venez de le dire, il y a plusieurs dangers. Il y a donc ce danger organique. Il y a aussi ce danger de ne pas respecter la volonté de quelqu'un. Et dans le cas que prévoit la loi, où une personne ne peut pas exprimer sa volonté, le problème, c'est le transfert de cette volonté. Et la loi, dans le cas d'une personne en fin de vie qui ne peut pas exprimer sa volonté, considère que c'est aux médecins, en France, de l'exercer. Je pense qu'il faut absolument respecter ce rôle des médecins, qui les met d'ailleurs dans une situation eux-mêmes de contradiction. Il n'y a rien de plus terrible pour un médecin dont la fonction est d'éviter la mort que d'être mis dans la position de cette décision. Ce que je pense, c'est qu'on a besoin justement de critères bien précis qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas régler tous les cas. La bioéthique n'est pas une éthique au sens où elle aurait une morale pour tous les cas. C'est plutôt un cadre pour définir des seuils communs entre les morales qui sont opposées sur certains sujets. Il y a une morale médicale, il y a aussi les droits de l'homme. Il y a des éthiques différentes selon qu'on est laïque ou selon qu'on est croyant. Le problème, c'est de concilier cela dans une société démocratique pour éviter ce mal bien précis, qui est encore une fois, pardon d'y revenir, la violence interne entre les humains, nos propres contradictions. Et au fond, lutter contre nos contradictions, concilier nos luttes. Certains parlent de convergence des luttes. Moi, je parle de vitale démocratie. La social-démocratie, la vitale démocratie, c'est la conciliation des luttes et pas la convergence des luttes. Bon, mais alors, c'est pas si différent. Justement, parce que pour essayer de comprendre la manière dont vous raisonnez, Frédéric Worms, tout à l'heure, vous disiez finalement la limite en ce qui concerne l'enfant, en ce qui concerne la GPA, la PMA, c'est qu'un individu ne peut pas décider seul. On ne décide pas seul de la question de l'enfant. Pour la question de la vie et de la mort, s'il y a a priori une personne qui est légitime pour décider de la vie et de la mort, c'est moi-même sur mon propre cas. Pourquoi vouloir légiférer en général alors que finalement c'est à l'individu de disposer en dernière instance de ses volontés? Évidemment, il s'agit de situations médicales. On parle d'éthique médicale, de choses permises ou empêchées par les techniques médicales. Et donc, il y a évidemment à prendre en compte les enjeux médicaux, ce que la fonction de la médecine appelle. Si on va à l'hôpital, c'est parce qu'on lutte contre la mort et on demande l'aide d'un médecin qui a une certaine vocation. Par ailleurs, dans la médecine, il y a aussi le soin psychique. Il est évident qu'accéder aux volontés, notamment mortelles, de quelqu'un qui est travaillé par le désir de la mort, une contradiction profonde en lui, même si on lutte qu'il y ait nécessairement des causes biologiques à cela. J'évoque dans le livre, évidemment, au titre du vitalisme critique et de l'humanisme critique, la thèse que la mort est un adversaire pour nous, mais aussi un adversaire intime, parfois que nous désirons. Et donc, il faut aussi ajouter toujours au traitement organique le soin psychique et la prise en charge sociale. Mais coûte que coûte, je veux dire... Pas coûte que coûte, mais je crois pas coûte que coûte, mais dans tous les cas. C'est-à-dire avec des étapes absolument... en un sens obligatoire. Si quelqu'un veut se suicider, est-ce qu'on va ne pas l'écouter, ne pas construire même les institutions? Au fond, on pourrait dire toute la société. Là, c'est ce que explique aussi votre maître Durkheim en sociologie depuis la fin du 19e siècle. Toute la société vise à empêcher des choses comme le suicide. Ça devrait être l'obsession du social. De permettre que la vie individuelle ne se sente pas trahie par la société. Bien sûr, il y a une liberté de l'individu, mais il y a aussi une fragilité de l'individu. Et c'est la grande contradiction de notre condition et de la bioéthique. Pourtant, il y a aujourd'hui, je disais ça dans le New York Times ce week-end, une épidémie de suicide aux États-Unis, 45 000 morts par an, avec une augmentation. Et justement, par rapport à cela, Frédéric Worms, la philosophie a de nombreuses choses à dire, y compris d'ailleurs sur les raisons qui conduisent au suicide ou qui peuvent expliquer cela.
Il y a le suicide, il y a les massacres par arme à feu dans la société américaine, il y a évidemment dans la société américaine, je pense, c'est-à-dire dans une certaine forme de dérégulation sociale qui produit des effets dévastateurs, il y a évidemment cette idée que, précisément pour construire la liberté individuelle, qui est un principe absolu contre les violations des autres, il faut des institutions sociales, y compris de prise en charge, de solidarité. Je pense que, effectivement, nous devons repenser le social à la lumière du vital aujourd'hui. Alors maintenant que nous avons évoqué le suicide individuel, et il y a ce que certains assimilent à un suicide collectif, et vous en parlez pour un humanisme vital, Frédéric Worms, cette question, c'est la question à la fois du climat et de l'écologie, avec les conséquences que tout ceci pourrait avoir. Que suggère le philosophe face à une situation où on voit très bien que les intérêts, les envies, les valeurs des uns et des autres sont parfois difficilement conciliables? Je pense que sur cette question, qui me paraît centrale évidemment aujourd'hui, il faut éviter deux extrêmes. Il y a évidemment l'extrême du déni. Le déni, mais maintenant, il est un peu dépassé. Aujourd'hui, tout le monde, ne serait-ce qu'en se promenant dans les rues d'une grande ville par un temps un peu chaud, comprend qu'il y a un problème avec le climat. Mais d'un autre côté, il y a un risque à oublier que le climat aussi est une affaire vitale au sens des humains et que pour y répondre, le problème vient et la réponse viendra forcément des humains et que les humains sont des vivants. Mais c'est des humains que viendra la réponse aux problèmes que rencontrent tous les vivants. Et la réponse ne sera pas une réponse qui sacrifiera le politique, ce ne sera pas non plus un État mondial. Ce que je pense sur le modèle de la bioéthique, un petit peu, c'est qu'il faudra des institutions mondiales minimales, peut-être qu'une taxe minimale, mais ce serait déjà un progrès énorme. Une taxe mondiale minimale qui permettra de mettre en place une institution, pas un État mondial, mais une régulation minimale mondiale, sera l'équivalent des seuils de la bioéthique. C'est-à-dire que l'humanité doit prendre en charge ses contradictions. Le développement social et politique, économique. L'économie fait partie du vivant aussi, autant que l'écologie. Nous devons aussi non seulement manger et vivre et boire, mais le faire humainement et concilier avec les risques écologiques. Donc je pense qu'on doit militer aujourd'hui pour des institutions globales et que dans ce domaine comme dans d'autres, le minimal est en fait maximal et que nous devons lutter entre les humains pour ces institutions communes. On entend de plus en plus évoquer les notions d'effondrement, de fin du monde. Il y a même un néologisme qui a été construit à partir de ça, la collapsologie. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Moi, je vais à l'inverse. Je pense qu'évidemment, ce risque de fin du monde doit nous obliger au commencement du monde. Commencement du monde au sens politique du terme, au commencement de l'institution, que certains appellent cosmopolitique, c'est-à-dire une politique au niveau global. Je pense que c'est vrai, mais c'est un peu trompeur. Les philosophes antiques pensaient à la cosmopolitique comme une sorte d'État dont nous serions citoyens. Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est en effet d'une politique mondiale, mais peut-être à la fois minimale et maximale, parce qu'elle sera sociale et commune, et que cela, c'est tout à fait possible. Donc, ne parlons de fin du monde que pour permettre le commencement du monde. Oui, sauf que les hommes ne sont pas nécessairement d'accord là-dessus. On a entendu les informations tous les deux, et il y a un certain nombre de gouvernements, je ne sais pas, moi, le gouvernement américain, le gouvernement brésilien, peut-être que ces gouvernements-là n'ont pas les mêmes valeurs que vous, que nous, et ils ne veulent pas de cette cosmopolitique mondiale. Ils ne veulent pas parce qu'ils considèrent leurs intérêts contre ceux des autres, ils ne considèrent pas la solidarité interhumaine vitale qui est pourtant le fait aujourd'hui. Ils n'en veulent pas aussi parce qu'ils construisent le fantasme d'un État global, alors que je pense que ce vers quoi nous allons, sur le modèle de la conférence de Paris et des autres COP, c'est plutôt des minima communs, instruits et institués par des institutions qui auront l'air de rien, comme les tribunaux pénaux internationaux, qui sont pourtant notre dernier verrou contre les génocides. Il faudra une instance climatique mondiale qui est notre dernier verrou contre la catastrophe commune. Justement, je vais vous faire réagir à ce que vont dire mes camarades à ce sujet, mais pas uniquement. Je vous les présente. Bonjour à tous les trois, à 8h42 sur France Culture, Hervé Gardette. Bonjour Guillaume Erner. De quoi allez-vous parler? Ah bah oui, j'attendais. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est un lancement. Et alors, là, vous me dites, question, voilà. Excusez-moi. Bon, on va parler justement de coopération internationale. Il s'agira de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. C'est aujourd'hui.
Très belle transition. Mathilde Serrel, aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Pourquoi artistes et intellectuels se mobilisent contre une autre fin du monde? Et enfin Aurélien Bélanger. Je vais tenter de remettre un peu de spirituel dans l'Église.